bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée à la révolution médiatique qui s'opère actuellement sur le continent africain. Le dossier du jour sera consacré à la transition de l'analogique au numérique. La date butoir de ce passage a été fixée, nous vous le rappelons, au 17 juin de cette année. Seuls 4 pays du continent l'ont respecté. Et au sommaire également de cette émission, les experts de l'Union africaine ont été déployés ce 23 juillet au Burundi, 2 jours après l'élection présidentielle et alors qu'il devait arriver dans le pays un mois plus tôt. Le Cameroun de nouveau frappé par une attaque terroriste. 2 attentats suicides à Maroua ont fait 13 morts et une trentaine de blessés. Et nous verrons également qu'au Burkina Faso, des voix s'élèvent pour réclamer la fin du monopole de la Sonabel, la Société nationale d'électricité. Et puis en fin d'édition, focus sur le Nigeria et sa ville d'Abuja, une des villes les plus chères du continent qui, dans sa quête de croissance, en a oublié d'améliorer les conditions de vie de ses populations. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Samuel Gembok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Déploiement des experts de l'Union africaine ce mercredi 23 juillet au Burundi, et ce alors que le dépouillement des urnes bat son plein. Objectif des émissaires de l'Union africaine, vérifier le désarmement de la population civile et les violations des droits de l'homme. Il devait toutefois se déployer un mois avant ce scrutin présidentiel. Dans ce contexte-là, quelle crédibilité peut-on accorder à ce déploiement et quelle peut être son utilité? Élément de réponse avec ce sujet d'Arwa Barkala. Arrivée avec un mois de retard des experts militaires et en droits de l'homme de l'Union africaine au Burundi. Les émissaires du Conseil de paix et sécurité de l'UA étaient attendus il y a un mois afin de vérifier le désarmement de la population et le respect des droits de l'homme. L'Union africaine accuse le gouvernement burundais d'avoir retardé ce déploiement afin qu'il débute après les présidentielles du 21 juillet. Le redéploiement des experts militaires et les envoyés des droits de l'homme au Burundi pourrait permettre à l'opposition de s'exprimer et éventuellement que les radios puissent aussi travailler. Il y a un problème avec les militants de l'opposition qui sont souvent arrêtés, d'autres tués. Le gouvernement burundais s'est opposé à l'envoi de ces experts avant la fin des élections présidentielles parce que ce sont les milices Imbonerakure qui organisent, qui contrôlent les élections. Le dépouillement se fait surtout avec ces milices. Pour les autorités burundaises qui avaient proposé une date postérieure à celle de la présidentielle, ce retard est dû à une question de souveraineté pour le Burundi, ainsi qu'à des problèmes bureaucratiques du côté de l'Union africaine. Nous avons travaillé directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des hauts et des bas qui ne sont pas nécessairement imputables au gouvernement du Burundi. Il y a eu promesse de déploiement de ces 2 missions dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, cela s'interprète différemment, semble-t-il, de notre côté ou du côté de l'Union africaine. L'opposition burundaise espère trouver un écho en ce déploiement de l'Union africaine qu'elle espère facilitera la reprise du dialogue politique sous l'égide du ministre ougandais de la Défense. Agathon Rwasa, l'un des leaders de l'opposition, appelle le président Pierre Nkurunziza à former un gouvernement d'union nationale s'il était élu pour un 3e mandat. Une proposition à laquelle Pierre Nkurunziza s'est déclaré favorable. Daouda, on n'a pas forcément vu la réactivité de l'Union africaine dans cette crise burundaise, mais là c'est flagrant. Déployer ses experts un mois en retard, alors même que la compilation des résultats est terminée au niveau communal, ça m'a l'air assez particulier comme stratégie de la part de l'Union africaine. Oui, tout à fait. Je pense que l'absence, en tout cas le manque d'énergie dans son implication de la part de l'Union africaine est effectivement visible, comme vous l'avez souligné Amira. Je pense que ce déploiement arrive un peu tard, mais je pense aussi que face à un pouvoir qui s'entête, quelque part, l'Union africaine n'avait pas trop le choix. Bon, Ça veut dire quoi, que l'Union africaine n'a aucun pouvoir, n'a aucune marge de manœuvre? Disons que dans ces situations-là, on n'a jamais vu l'Union africaine intervenir avec la force, on va dire. Parce que là, c'est quand même une situation particulière. Il y a un président qui est encore au pouvoir et qui veut un 3e mandat. Bon, on ne peut pas dire que le pays est en guerre, mais presque. Et attention, parce que ça pourrait éclater également à ce niveau-là. Bon, je pense que c'est quand même très regrettable à ce niveau-là que l'Union africaine n'ait pas été assez active. Je pense que dans ces cas de figure-là, on essaie de laisser plutôt l'organisation régionale se débrouiller
un petit peu, et puis l'Union africaine prend un peu de la hauteur avec des communiqués, des annonces, un certain nombre de choses comme ça. Mais je pense qu'il faudrait que l'Union africaine arrive davantage sur le terrain et s'impose justement là où les organisations régionales comme l'East Africa Community a échoué, que l'Union africaine puisse à temps prendre les choses en main, ce qui n'a pas été le cas. Donc quand même pour sa crédibilité par rapport à cette crise-là, on peut se poser des questions, mais espérons que cette nouvelle stratégie paye à terme. Samuel, Daouda était en train de dire que l'Union africaine était arrivée un peu tard. Est-ce qu'on peut même dire trop tard? Oui, trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. La présence d'experts internationaux est toujours importante dans de pareilles circonstances. L'opposition, comme Gracien le soulignait dans le reportage, va certainement en tirer bénéfice parce qu'elle a besoin d'une médiation internationale, elle a besoin d'experts, d'observateurs internationaux pour voir le comportement du gouvernement sur place. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'Union africaine et la communauté des États de l'Afrique de l'Est n'ont pas su ou suffisamment géré cette crise préélectorale. Et aujourd'hui, les conséquences de cette absence de rigueur dans les prises de position et les sanctions sur le gouvernement de Pierre Nkurunziza montrent très bien que Pierre Nkurunziza a été beaucoup plus habile parce qu'il a été capable de retarder les différents processus de négociation. Il a laissé une fenêtre d'opportunité à la communauté des États de l'Afrique de l'Est en laissant croire qu'il était prêt pour des négociations. Et ensuite, il a botté en touche toutes ces négociations, ce qui lui a permis d'avoir les mains libres pour participer aux élections, ce qui s'est passé, et il sera très certainement élu dans les prochains jours ou les prochaines heures. Mais les conséquences politiques de cette persistance de Pierre Nkurunziza à être candidat à l'élection présidentielle vont certainement se ressentir sur le plan économique, social de la nation. Alors, Samuel parlait du plan économique. Justement, la communauté internationale a vivement critiqué l'organisation de ce scrutin. Si Pierre Nkurunziza est élu, des sanctions vont être prises. Est-ce que ce sera des sanctions économiques, Daouda? Oui, forcément. Quand il y a une situation, on va dire, anticonstitutionnelle, c'est une des conditionnalités de l'aide publique au développement, c'est-à-dire de bloquer l'aide qui va en direction de ce pays. C'est même critiqué comme mesure parce que finalement, on asphyxie le pouvoir espérant le pousser à céder face à la pression des populations. C'est ça le but. Or, en attendant, les populations vont en souffrir. Donc là, on est quand même dans une situation un peu particulière et j'espère qu'une issue sera possible, mais il va se déclarer vainqueur. L'opposition n'a pas participé, notamment les deux anciens présidents. Donc on peut se poser la question s'il va pouvoir gouverner seul face à lui-même. Il a dit accepter la création d'un gouvernement d'union nationale. Oui, mais un gouvernement d'union nationale, Amira, je pense que c'est un petit peu pour bluffer son monde. Parce que et surtout, qui va vouloir y participer? Ben exactement, et même le diriger, surtout. Ça aurait pu arriver plutôt lors des négociations. Mais c'est un fin politicien et j'espère que quand même la paix sera maintenue. Il n'y a pas de paix pour l'instant, mais en tout cas, j'espère que ça ne va pas s'empirer parce que ça risque d'être grave. Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord du Cameroun a été la cible d'un double attentat suicide. Ce mercredi, le bilan toujours évolutif de cet attentat attribué à Boko Haram, puisque le groupe terroriste n'a toujours pas revendiqué l'attentat, est officiellement de 13 morts, dont les 2 terroristes, et de 32 blessés, certains grièvement. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Le Cameroun frappé à nouveau par des attaques terroristes. 10 jours après Kolofata, c'est Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord, qui a été touchée ce mercredi par 2 attentats suicides. Les 2 kamikazes, des femmes selon les témoins, ont activé leurs charges explosives au marché central de la ville, ainsi qu'au quartier Banaré, situé à 200 mètres du marché. Bilan, 13 morts et 32 blessés. Dans un communiqué publié par le secrétaire général de la présidence de la République, le chef de l'État, Paul Biya, a condamné ce regain de violence sur le territoire camerounais. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, condamne avec la plus grande fermeté ces attentats lâches et ignobles perpétrés contre des populations innocentes. Il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.
Il les assure de ce que les mesures énergiques qu'il a prescrites et qui sont déjà en cours aboutiront inéluctablement à la mise hors d'état de nuire de ces criminels sanguinaires. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, quant à lui, invite les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et les autorités administratives. Le renseignement, tout phénomène suspect, tout cas suspect doit être porté à l'attention des autorités. Donc, nous, les médias, nous appuyons sur vous pour relayer l'information en toute langue et pour large diffusion. Que les gens sachent aujourd'hui le danger et le ver est dans le fruit, comme on dit. Les attaques de Maroua n'ont pas encore été revendiquées, mais le mode opératoire fait peser de lourds soupçons sur Boko Haram. La ville reçoit dès ce jeudi la visite du ministre de la Défense, accompagné de l'état-major des armées. Samuel, ce double attentat ce mercredi, 10 jours plus tôt, il y en avait eu un à Fotokol avec à peu près le même bilan meurtrier. 2 attentats en moins de 10 jours au Cameroun, la situation devient inquiétante? Oui, la situation devient très inquiétante, mais il fallait s'y attendre. Je pense que sur la question de Boko Haram, la montée en puissance de la menace Boko Haram, ma position sur cette question a toujours été la même. Et les analyses que j'ai pu produire de part et d'autre démontrent que je ne me suis peut-être pas trompé de dire que Boko Haram a plusieurs leviers de puissance entre ses mains. Et donc, le fait pour lui de perdre suffisamment de territoire ne veut pas dire que Boko Haram est en perte de vitesse. C'est un acteur stratégique qui maîtrise parfaitement l'art de la guerre et qui comprend très bien les dispositifs de ses adversaires. Et donc aujourd'hui, il faudra continuer de s'attendre à ce que Boko Haram multiplie davantage ce type d'attentats, malheureusement, qui correspondent bien à une stratégie qui échappe terriblement aux dispositifs de sécurité qui sont mis en place. C'est vrai que le gouvernement met beaucoup de moyens en jeu pour essayer de contenir la menace, mais ce sont des pays qui sont encore relativement faibles, relativement moins lotis, moins dotés, moins équipés pour faire face à une telle menace. Même les pays les plus puissants, si vous devez faire un parallèle avec la France a dû multiplier ses effectifs, renforcer les effectifs de police de protection, ce qui ne permet pas au Cameroun. Ce qui n'a pas empêché les récents attentats. Ce qui n'a pas empêché les récents attentats. Et que malgré tout, le Cameroun n'a pas aussi autant de moyens pour mettre à la disposition de la nation autant de moyens, parce que pour mettre en place à très court terme plus de 10 000 hommes avec des moyens opérationnels conséquents, avec une logistique, avec une technologie très sophistiquée pour anticiper les attentats terroristes, être capable d'avoir toutes les informations nécessaires sur le positionnement de Boko Haram, ça c'est un peu difficile et c'est ça qui fait plus mal. Mais j'espère qu'avec la mobilisation régionale et le rapprochement entre le Cameroun et le Nigeria, certainement il y aura plus d'échanges d'informations et les moyens disponibles de part et d'autre pourront peut-être servir de contenir la menace si ceux-ci sont parfaitement bien planifiés et rigoureusement programmés pour des échanges d'informations opérationnelles. Oui, parce que Daouda, manifestement, il y a des carences au niveau des services de renseignement. Oui, effectivement. Il y a des carences parce que c'est faute de moyens aussi. Personne ne peut se préparer à une telle forme de guerre. En Afrique, c'est relativement nouveau. Des kamikazes qui se font exploser dans des marchés, c'est quand même nouveau, c'est dramatique. Donc, mais bon, je pense que déjà la volonté politique, elle est là. On peut la noter à travers les différentes déclarations que le président fait, etc. Mais il faudra aller plus, avoir des moyens opérationnels pour pouvoir venir à bout de Boko Haram. Parce que finalement, c'est une guerre régionale. Ce n'est plus que pour une guerre du Cameroun, du Nigeria ou du Tchad. Et Samuel, tout à l'heure, a parlé d'implication régionale. Et à ce niveau-là, justement, il me semble qu'il y a un besoin de coordination entre la CEAC d'un côté et la CEDEAO, puisque le Nigeria fait partie de la CEDEAO, le Cameroun est en Afrique centrale, CEAC, et du coup, en fait, il me semble qu'il n'y a pas encore de coordination qui permette de prendre le problème et d'y trouver une solution à l'échelle régionale. Alors, l'Union africaine pourrait aussi s'impliquer pour apporter davantage de moyens aux pays qui sont impliqués, mais je pense quand même que
que la coordination à l'échelle régionale, il doit y avoir une solution qui puisse se trouver à ce niveau-là, puisqu'à chaque fois que la CEAC se réunit avec le Tchad, etc., et qu'il faut aller rendre compte aux voisins de l'Afrique de l'Ouest pour ensuite affiner les stratégies, ça va être un peu compliqué. Donc je pense qu'à ce niveau-là déjà, si on arrive à trouver une solution, une bonne solution de coordination et que la communauté internationale aide le Cameroun, notamment puisqu'on parle du Cameroun aussi aujourd'hui, de façon à disposer de moyens opérationnels vraiment pour des renseignements généraux et tout ça pour venir à bout. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.